Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de la première semaine de course de la Vuelta que je n'ai pas pu vous débriefer pour raison de vacances. Bien évidemment, j'ai quand même suivi ces 9 premières étapes avec beaucoup de passion, comme toujours. Aujourd'hui, c'est la première journée de repos et c'est donc le moment idéal pour revenir sur cette première semaine de course très équilibrée. Première semaine où on aura tout eu, du sprinter, du puncher, du grimpeur, un chrono et même quelques explications quant au général, même s'il est encore très loin d'être dessiné. On a donc beaucoup de choses à se raconter, le débrief dans les grandes lignes, étape par étape, c'est maintenant. Le Tour d'Espagne s'était lancé d'Italie le samedi 23 août, un sprint était attendu à Novara, terme de la première étape. Rien n'est venu contrarier les sprinters, ni baroudeur, ni chute, et au terme d'une masterclass de puissance, c'est très logiquement Jasper Philipsen qui est venu régler son monde, remporter l'étape et s'emparer par la même occasion du premier maillot rouge de cette Vuelta. Rien à dire sur la performance du Belge, intouchable en l'absence d'un Tim Merlier ou d'un Jonathan Milan. Ethan Vernon et Orlui Solar complètent le podium. Au-delà de ces trois bonhommes, à noter la contre-performance de Mats Pedersen qui était attendu à un meilleur niveau sur les sprints massifs de ce Tour d'Espagne. Il n'aura terminé que 14e de cette première étape et vous allez le voir au fur et à mesure dans ce débrief. Si le Danois évolue tout de même à un excellent niveau, forcé de constater que sur cette première semaine de la Vuelta, en cas d'arrivée massive, Pedersen n'est pas dans l'allure. Le classement d'étape, c'est le classement général. Je passe à l'étape 2. La deuxième étape se courait toujours dans le Piémont, mais cette fois, les coureurs allaient devoir se confronter à l'ascension de Limonest-Piemonte, 7 km 600 à 5,4% de moyenne. Dans cette bosse, je voyais bien un sprint de 40 à 50 coureurs se faire au sommet, et c'est ce qui va se produire, mais le rythme d'ascension aura été tellement fort que ce ne sont pas les coureurs que j'aurais imaginé l'emporter qui se sont disputés l'étape. Lidl et Visma vont effectivement étouffer les sprinters punchers et les punchers, et dans un dernier kilomètre secoué tantôt par Giulio Pellizzari, tantôt par Marc Soler, on va avoir droit à un duel au couteau entre Giulio Ciccone et Jonas Vingegaard. L'Italien va lancer de très loin, Vingegaard, Egan Bernal et David Gaudu sont bien en place, et à l'arraché, eh bien c'est Jonas Vingegaard, le très grand favori de cette Vuelta, qui va venir remporter sa première étape sur cette édition 2025. Vingegaard fait alors coup double, étape devant Ciccone, Gaudu et Bernal, et général avec une poignée de secondes d'avance sur la concurrence. À noter sur cette deuxième étape que tous les grands leaders étaient encore dans l'allure. Et à noter, bien sûr, la perf XXL de David Gaudu qui m'avait alors grandement surpris, tant je n'attendais rien de la Vuelta du Breton. Je vous renvoie à son attitude du Tour de l'Inde 2 semaines avant le grand départ du Tour d'Espagne, où il avait été totalement inexistant. Et puisque je vous parle de David Gaudu, vous allez voir que je ne vais pas être au bout de mes surprises sur la troisième étape. Troisième étape qui arrivait à Cérès, c'était un final totalement à l'avantage d'un sprinter puncher. Pour moi, une seule évidence sortait du lot, Mats Pedersen. De mon point de vue, personne ne pouvait l'empêcher d'aller chercher son premier bouquet. Dans le dernier kilomètre, Giulio Ciccone va faire un travail admirable pour son sprinter danois. L'Italien est à l'image de la deuxième étape hyper costaud. La course explose sous son allure. Mats Pedersen prend les commandes à 175 mètres de l'arrivée. Jonas Vingegaard est au deuxième rang. Gaudu au troisième, tandis que Ciccone recule à la quatrième place. Pour moi, c'est à ce moment-là joué pour Pedersen, mais dans le dernier virage droite, Gaudu va faire l'intérieur à Vingegaard et Pedersen qui ouvre trop la porte, et dans un dernier coup de rein, le Français va venir disposer des deux Danois et s'offre alors sa troisième victoire d'étape sur les routes du Tour d'Espagne. Lunaire. Encore une fois, les excellentes perfs de David Gaudu, je ne les attendais absolument pas. Mais au-delà de l'excellente attitude du Français en ce début de Vuelta, ce qui m'a marqué dans cet emballage final, c'est la très grosse erreur de Mats Pedersen. Il est en tête à l'amorce du dernier virage. Après ce virage ne reste que 75 mètres. Comme il est devant, c'est lui qui a le choix de sa trajectoire. Alors pourquoi laisse-t-il la porte ouverte ? Il fallait absolument fermer l'intérieur, quitte à ce que ça freine derrière. Ce n'était pas son problème, eh bien non, il a laissé un bel espace dont aura profité David Gaudu. Le Français aura été opportuniste et a raison.
Ça n'enlève rien à la très grosse performance du coureur Groupama. Se payer Pedersen et Vingegaard dans une arrivée aussi complexe, c'est vraiment, vraiment très costaud. Mais cette victoire, elle est aussi la conséquence de l'erreur de Mats Pedersen. Tant pis pour lui, tant mieux pour David. Pas de changement au général, je passe à la 4e étape. La 4e étape était bizarrement tracée. Un départ dans les Alpes pour une arrivée à Voiron sur sol français, dans une deuxième partie d'étape particulièrement facile. Pour ma part, je voyais bien des baroudeurs se disputer cette étape, mais un sprint n'était pas à exclure en fonction du rythme de la première moitié d'étape. Et finalement, nous avons eu droit au deuxième scénario. Les hommes rapides se sont expliqués à Voiron. Tout semblait être en place pour que Jasper Philipsen s'impose une deuxième fois. Son lanceur, Edouard Plancart, réalise un travail absolument parfait pour son sprinter. Mais au moment de s'écarter, la communication et la compréhension est catastrophique entre les deux coureurs alpecin. Philipsen veut passer côté barrière, mais c'est la trajectoire de son lanceur. Le Belge perd alors son momentum, l'allure descend d'un cran. Philipsen doit relancer côté intérieur, mais c'est trop tard. Ben Turner a déjà produit son effort, reste alors moins de 100 mètres. Et alors que Philipsen avait tout pour s'imposer, eh bien c'est le Britannique d'Ineos qui va venir claquer cette 4e étape. Dommage pour Philipsen dont l'erreur aura profité à un Ben Turner méritant. Le Britannique marche fort depuis le début de saison, il s'était un peu cherché dans les sprints du Tour d'Italie avant d'être consistant plus récemment sur le Tour de Pologne. Le voir s'imposer sur cette Vuelta, c'est dans sa logique de progression. Félicitations à lui et à Ineos, il fallait saisir l'opportunité, Ben Turner a su le faire. 3e victoire en carrière, 2e de la saison. À 26 ans, il semblerait que Ben Turner ait enfin trouvé sa voie dans les rangs professionnels. La 5e étape marquait le premier rendez-vous important, non, on va dire le premier rendez-vous intéressant quant au général. Les coureurs étaient enfin sur sol espagnol pour un chrono par équipe de 24 km. Techniquement, il ne devait pas y avoir de gros écarts entre les différentes écuries, mais il était très important de voir qui avait le meilleur bloc entre UAE et Visma. Et au terme d'un parcours technique et piégeux où il fallait savoir relancer de concert, eh bien c'est la formation UAE d'Almeida et Ayuso qui est venue s'imposer au nez et à la barbe des Visma de Vingegaard pour 8 petites secondes. Lidl boucle alors le podium à 9 secondes des UAE et c'est Red Bull et Ineos qui vont boucler le top 5 à moins de 20 secondes. Pas de surprise dans les 5, même si Visma, ultra favorite, n'aura pas su remporter ce chrono. Mais il faut quand même noter une chose très importante dans ce type d'épreuve. UAE, Lidl, Red Bull et Ineos auront fait ce chrono par équipe à 8 coureurs, là où Visma l'aura fait à 7 coureurs, puisqu'ils avaient perdu Axel Zinglet en début de Vuelta. Donc UAE, vainqueur de cette 5e étape, ok, mais Visma, à armes égales, aurait certainement remporté ce chrono. Ça reste un moindre mal pour l'écurie néerlandaise, puisqu'au terme de ce chrono, Vingegaard avait encore l'avantage au général, avec quelques secondes de marge sur la horde UAE et Giulio Ciccone. A noter que tous les gros favoris de cette Vuelta étaient encore à moins d'une minute de Vingegaard à la veille d'une fin de semaine, compliqué. Sur la 6e étape, justement, nous devions avoir une timide première explication entre favoris. Les coureurs arrivaient en Andorre sur une ascension assez longue mais plutôt roulante, près de 10 km à un peu plus de 6% de moyenne. Dans cette dernière ascension, Giulio Ciccone va être le plus entreprenant des favoris, mais il ne va pas être en mesure de faire la différence sur les autres favoris du général. À l'exception d'un homme qui va perdre tout espoir au général, loin du sommet. Et ce coureur, ça va être Juan Ayuso qui va débourser plus de 7 minutes sur ses adversaires directs. Ayuso qui va déclarer après course que c'était une perte de temps tout à fait attendue, qu'il n'était pas venu sur cette Vuelta pour jouer le général, et ce, même si son équipe le lui avait demandé. On va faire un petit point quand même. Je rappelle qu'entre le Giro et la Vuelta, Ayuso, c'est seulement 2 petits jours de course. Donc bon, Ayuso nous a fait du Ayuso sur cette première semaine. C'est un coureur qui est assez énigmatique et qui devrait être très probablement un bon boulet au pied de son coéquipier Joao Almeida pour la suite de la Vuelta. Et ça, j'y reviendrai plus en détail en fin de vidéo. Côté favori, c'était donc le statu quo pour les costauds de cette Vuelta qui vont arriver ensemble en dehors d'Ayuso qui dit donc adieu au général.
mais devançant les favoris. L'explication entre échappés aura été très belle sur cette 6e étape. 10 coureurs auront devancé les favoris au pied de la dernière ascension. Jevine, le plus costaud d'entre eux, sera allé chercher la victoire d'étape pour UAE. Deuxième victoire d'étape en 2 jours pour l'équipe Emirati au lendemain du chrono par équipe. Et au deuxième rang, c'est le Norvégien Thorsten Tren de Bahreïn qui va aller chercher le maillot rouge des épaules de Vingegaard. Et nous avions donc au soir de la 6e étape des écarts enfin conséquents au général. Thorsten Tren avait désormais 2 bonnes minutes 30 d'avance sur les premiers favoris du général, Vingegaard en tête au 5e rang. Alors, un petit mot sur le Norvégien. Thorsten Tren, c'est un coureur de 30 ans qui évolue dans les rangs professionnels depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un coureur plus que correct qui a eu une progression linéaire et qui ne compte aujourd'hui qu'une seule victoire en carrière obtenue l'an dernier sur une étape du Tour de Suisse. Sur cette Vuelta, il est dans son prime physique et ce maillot rouge de leader obtenu au terme de cette 6e étape est à ce jour son plus grand fait d'armes en carrière. Moi je dis chapeau, respect et bravo à lui car si vous avez suivi le Tour d'Espagne jusqu'à présent, vous savez qu'il défend ce maillot rouge de brillante manière et ça, c'est tout à son honneur. Je clôt la parenthèse Thorsten Tren, on passe au débrief de la 7e étape de vendredi. Sur la 7e étape, on montait le niveau d'un cran par rapport à la 6e étape, on passait de 3500 mètres de D+, à 4200 mètres de D+. La dernière ascension était plus complexe et par palier, et ce devait être là que les premiers écarts devaient se faire entre les favoris. Mais avant de parler des favoris, je vais parler des échappés. Car comme la veille, c'est l'échappé qui va savoir se disputer l'étape. Et après le festival Jevine sur la 6e étape, nous avons eu droit cette fois au festival Juan Ayuso. Le même Juan Ayuso qui prenait une tempête la veille. Alors, sur le papier, même si ce n'était pas une surprise de le voir s'imposer sur cette étape, il faut quand même dire que ça restait surprenant parce qu'il aura été très fort sur cette 7e étape, faisant tout de même la première ascension en solo, créant de fait l'échappée de la journée avant de distancer tout le monde dans le dernier talus pour s'imposer en solo. Donc, on aura quand même eu un décalage physique marquant et conséquent entre la 6e et la 7e étape à l'endroit de Juan Ayuso. Juan Ayuso, qui au terme de cette 7e étape glané tout de même son 7e succès de la saison, devant Marco Frigo et Raúl García Pierna. Pour les gars du général, Almeida, Ciccone et Vingegaard se seront montrés les plus solides d'entre tous, mais au terme de cette 7e étape, aucun favori n'avait su faire la différence sur ses adversaires directs. Ça concernait alors Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Giulio Ciccone, Egan Bernal et Félix Gall pour mes très gros favoris, et dans une moindre mesure, Tom Pidcock, Mathieu Riccitello, Giulio Pellizzari, Jay Hindley, Sepp Kuss, Matteo Jorgensen et Marc Soler. Voilà donc 12 gars qui n'avaient toujours pas fauté au soir de la 7e étape. Manquait tout de même dans cette liste un coureur que j'avais en très grande estime au départ de cette Vuelta, Antonio Tiberi. Antonio Tiberi qui aura donc pris une volée sur cette 7e étape puisqu'il aura perdu plus de 12 minutes sur la concurrence. Donc en 2 étapes, on avait quand même perdu 2 candidats très crédibles au podium, Juan Ayuso sur la 6e étape et Antonio Tiberi sur la 7e étape. Pour l'Italien, je n'ai que peu d'explications. Il a été un petit peu malade après le Tour de Pologne où il avait bien performé. Ça peut être un alibi expliquant sa défaillance, mais la conséquence reste la même qu'au Tour d'Italie. Pour le général, c'est encore râpé pour Tiberi, à qui il ne reste désormais que les étapes pour alimenter une saison en dents de scie et plutôt irrégulière. Pour le général, pas de changement au terme de cette 7e étape. Thorsten Tren avait su passer la première épreuve et était toujours en rouge devant Vingegaard, Almeida et Ciccone. Sur la 8e étape, les coureurs redescendaient en température en direction de Saragosse. Un sprint était attendu sur la ligne et sprint il y a eu. Et comme à chaque fois depuis le début de cette Vuelta, c'est Jasper Philipsen qui s'est montré le plus solide et qui s'est donc imposé à Saragosse. A noter que ce sprint aura été plus mouvementé que d'habitude, la faute à un Elia Viviani un petit peu trop cavalier. Rien de grave dans le mouvement de l'Italien, il n'y a pas eu de chute à déplorer, mais il faut quand même noter qu'Elia Viviani et Brian Cocard, qui étaient à la base 2e et 6e de cette étape, ont été déclassés pour irrégularité. De mon point de vue, déclassement logique pour Elia Viviani, déclassement illogique pour Brian Cocard. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces déclassements.
Au-delà de la règle, la décision de déclasser un coureur est souvent une question d'interprétation. Et de toute façon, ici, ce n'est pas le sujet. Donc, je passe sur cette étape de sprinter. L'histoire retiendra que Philipsen s'est imposé devant Ethan Vernon et Arne Marit. Pas de changement au général. Et enfin, je termine ce débrief avec la 9e et ultime étape de cette première semaine. C'était une étape que je voyais bien à l'avantage des baroudeurs et pas du tout à l'avantage des favoris. Eh bien, j'ai eu tout faux. Les baroudeurs n'auront pas su s'exprimer sur cette 9e étape et nous avons eu droit à une explication de costaud dans la dernière ascension. Lidl emmène alors grand train pour Giulio Ciccone, mais à 11 km du sommet. Réveil brutal en cette fin de semaine. Visma et Vingegaard sortent enfin de leur boîte et accélèrent très violemment. Jorgensen puis Vingegaard font un sprint sur 500 mètres. Tout le monde est surpris et distancé en dehors de Ciccone qui a été vigilant. Mais Ciccone va se faire péter la caisse à essayer de suivre le Danois. Par la suite, Vingegaard ne sera pas revu jusqu'au sommet, mais derrière lui, 3 hommes vont résister de manière plutôt brillante. Joao Almeida, qui aura fait très forte impression derrière le grandissime favori de cette Vuelta, Tom Pidcock, qui aura été, de mon point de vue, la très grande surprise de cette étape, et Félix Gall, qui aura confirmé tout le bien que j'imaginais de lui au départ de cette Vuelta. Pour ce qui est des autres favoris, Pellizzari, Bernal, Riccitello, Jorgensen, Hindley, Soler et Ciccone auront déboursé 1 minute 46 sur Vingegaard. Ça reste un très lourd tribut sur ce type d'ascension, et ce surtout pour Giulio Ciccone, qui je pense aurait dû terminer avec Joao Almeida s'il ne s'était pas fait sauter le caisson en essayant de suivre Vingegaard. Pour ma part, pas de regret à l'endroit de l'italien, je préfère 1000 fois les mecs qui essaient des choses plutôt que les planquer, donc rien à redire. Pour cette 9e étape, ça nous fait donc Vingegaard devant Pidcock et Almeida. Et pour le général, Thorsten Train se sera brillamment défendu pour conserver son maillot rouge. Même s'il voit désormais Vingegaard grossir dans son rétro, Vingegaard qui a désormais un mini-break d'avance sur son principal adversaire, Joao Almeida. Et Vingegaard-Almeida, il faut qu'on en parle. C'était le bras de fer attendu au départ de cette Vuelta. Sur le papier, ça en prend gentiment la tournure, même si Vingegaard apparaît très logiquement un cran dessus, mais il est important de constater l'attitude de leurs équipiers respectifs. UAE et Visma, on peut dire que des deux côtés, il y avait 4 très bons grimpeurs qui sortaient du lot au départ. Vingegaard, Jorgensen, Kuss et Tullet pour Visma, et Almeida, Ayuso, Vine et Soler pour UAE. Qu'est-ce qu'on observe? Chez Visma, stratégiquement, c'est un peu le bazar. Contrairement à ce qui est communiqué dans les médias, il n'y a pas de plan. On fait au jour le jour et à raison. Il suffit de voir l'attitude de Jonas Vingegaard dimanche sur la 9e étape. Il n'y avait rien de prévu. Il a tout de même attaqué et ça a plutôt bien marché. Mais ce qui est essentiel de constater chez Visma, c'est que, quoi qu'il advienne, tout le monde fait union autour de Vingegaard. Il n'y a pas un mec qui sort du rang chez Visma, c'est full Vingegaard, point barre. Ok. Chez UAE, qu'est-ce qu'on voit? Joao Almeida est largement le meilleur coureur de l'écurie quant au général. Marc Soler, j'ai rien à redire, il fait son taf pour Almeida. Mais les deux autres Gus, Jay Vine et Juan Ayuso, faut qu'on s'en parle. Quel est le projet? J'ai l'impression qu'ils n'en ont strictement rien à cirer d'Almeida. Alors, sur le papier, je ne peux pas les critiquer parce qu'ils gagnent. Vine a pris la 6e étape, Ayuso la 7e. UAE a pris le chrono sur la 5e étape. Comptablement, la première semaine d'UAE, elle est parfaite. Mais je suis désolé de le dire, chez UAE, on ne met pas Almeida dans les meilleures conditions pour battre Vingegaard. Jay Vine, il sort 2 fois en première semaine dans l'échappée, le reste du temps, il est derrière, donc à aucun moment il n'est avec Almeida. Et Juan Ayuso, il sort 1 fois en première semaine dans l'échappée, et le reste du temps, il est lui aussi derrière. Donc, jusqu'ici, quand ça a grimpé sur cette première semaine de la Vuelta, Almeida n'a pu compter que sur Marc Soler. Et moi, je trouve ça extrêmement culotté. Pas forcément de la part de Jay Vine qui rentrera dans le rang si on lui dit de le faire, mais je trouve ça très culotté de la part de Juan Ayuso. Et c'est le moment, mesdames et messieurs, où je vais me payer Juan Ayuso. Pourquoi? UAE lui a dit « Mon gars, on veut bien que tu viennes sur la Vuelta, mais c'est pour jouer le général avec Almeida.
Ayuso, il a eu 3 mois pour se préparer à la Vuelta depuis son Tour d'Italie tronqué. Depuis son Tour d'Italie tronqué, il n'a couru que 2 petits jours de course. Et dès les premières pentes de la Vuelta, ça a été ciao, gruppetto. Ayuso s'est laissé distancer. On se dit à ce moment-là, il est hors de forme, mais le lendemain, grosse surprise, tout va pour le mieux. Il est XXL pour prendre son étape. Puis, à nouveau, sur la 9e étape, il dévisse complètement. Et sur cette 9e étape, il ne sert strictement à rien à Joao Almeida dans la poursuite de Vingegaard. Donc, encore une fois, à la limite, je veux bien ne rien dire dans la mesure où il claque une étape, mais quand ta direction te fait une fleur en t'alignant sur la Vuelta, en te demandant de jouer le général ou d'accompagner Almeida, et que toi, tu dis, après avoir été distancé au soir de la 6e étape, tout va bien, il n'y a pas de problème, je suis là pour préparer les championnats du monde. Championnat du monde qui se court par nation et non par équipe. Bah, je trouve que c'est du foutage de gueule absolu à l'endroit de ton employeur UAE. Donc, Ayuso, j'ai extrêmement de mal à comprendre ce qu'il fait dans cette équipe. Il est dans la meilleure équipe du monde. UAE lui fait énormément confiance. UAE lui a filé le lead sur le Giro, il s'est planté. UAE a consenti à faire courir Ayuso sur la Vuelta alors que ce n'était absolument pas prévu. Il s'est planté dès la première étape de montagne en Andorre. Hein. La 6e étape, c'était pas une grosse étape de montagne. Sur cette première semaine, il n'a servi à rien à Almeida. Et en plus, dans les médias, il dit qu'il est là pour préparer les championnats du monde. Donc, j'ai envie de dire que je respecte énormément la patience de l'encadrement UAE parce que Juan Ayuso donne l'impression qu'il ne court que pour sa gueule. Et c'est tout. Et ça me fait vraiment chier de dire ça à l'endroit d'Ayuso parce que le gars est extrêmement bon. Le gars a déjà claqué 7 victoires en 2025. 2025 est sa meilleure saison en carrière. Mais factuellement, Juan Ayuso est collectivement insupportable. En 2024, sur le Tour de France, il n'avait pas supporté de faire le taf pour Pogacar. On l'avait vu sur l'étape du Galibier. En 2025, il avait le lead sur le Tour d'Italie. Del Toro l'a dépassé physiquement et il n'a pas supporté de faire le taf pour Del Toro. À aucun moment, il n'a fait le taf pour Del Toro sur le Tour d'Italie à partir du moment où il a été distancé. Et sur cette Vuelta, il n'y a pas un seul jour, alors qu'on est bientôt à la moitié de la Vuelta, où il a fait le travail pour Almeida. Il s'est occupé de prendre son étape, point barre. Donc, Juan Ayuso, factuellement, a priori, ce mec est une plaie au sein d'un collectif. Alors, je m'égare un petit peu sur le cas de Juan Ayuso. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vingegaard est intrinsèquement supérieur à Almeida. A priori, on pense pareil. De visu, Visma fait l'union autour du Danois, là où UAE ne sait pas faire l'union autour du Portugais. Donc pour moi, c'est très clair. Dans ces conditions, je ne vois pas Almeida enquiquiner un seul instant Vingegaard. Donc, si je dresse un bilan de la Vuelta au terme de cette première semaine, Vingegaard est plus que jamais très bien en place pour emporter cette Vuelta. Almeida est son concurrent le plus sérieux. Individuellement, je trouve qu'il lui est très proche, mais sans collectif, Almeida ne sera jamais une menace pour le Danois. Ciccone, Félix Gall et peut-être Tom Pidcock sont la troisième force du plateau. Puis derrière, on devrait retrouver Egan Bernal, Giulio Pellizzari, Jane Lay, Mathieu Riccitello, Matteo Jorgensen et peut-être Sepp Kuss et Marc Soler pour les accessites. Voilà, ça c'est mes 12 gars pour le top 10 de cette Vuelta au terme de la première semaine de course. C'en est tout de ce débrief. Comme d'habitude, vous me donnez votre avis en commentaire et moi, je vous retrouve mercredi soir pour le débrief des étapes 10 et 11. Je reprends du service. Allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye!